Bonsoir à tous. La France ne se droitise pas, elle se tait. Et ce silence électoral, c'est aujourd'hui celui des jeunes, des classes populaires, des précaires, qui laissent à d'autres le pouvoir de parler politiquement à leur place. Un électorat plus vieux, plus favorisé, plus conservateur, qui bientôt peut-être placera à l'Élysée un pouvoir dont la majorité réelle du pays ne veut pas. Telle est la thèse de Vincent Tibéri dans un livre paru aux Presses universitaires de France, La droitisation française, mythe et réalité, un essai important qui renverse la vision trop simple que l'on peut se faire d'un pays en train de basculer massivement à l'extrême droite. Sociologue, professeur à Sciences Po Bordeaux, il est aujourd'hui avec nous à Paris pour ce 11e épisode de l'Explication. Merci de votre visite. Merci de l'invitation. Et bienvenue dans l'Explication. Et bonjour François. Bonjour Aude. Alors tout de suite, on entre dans le vif du sujet. Vous contestez l'idée d'une droitisation générale de la France. Chez les citoyens, c'est-à-dire par le bas, c'est l'expression que vous employez. Vous évoquez en revanche une droitisation par le haut, c'est-à-dire par le pouvoir politique, par le cadrage médiatique, par les agendas des élites politico-médiatiques. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire ça ? Alors, bien sûr, c'est une thèse qui peut paraître à contre-courant et pourrait même considérer comme complètement à contre-courant pour me faire plaisir ou autre, mais en fait, c'est parce que les données sont têtues et les données que je mobilise, ça fait un certain temps que je les accumule, que je me fonde sur un nombre conséquent d'enquêtes d'opinion, un nombre conséquent de questions, et puis surtout, j'ai à cœur de travailler dans le moyen terme, voire peut-être le long terme, puisque je suis capable de remonter jusqu'à la fin des années 70. Et quand on réfléchit à ça, quand on met ensemble toutes ces données, quand on analyse de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus stable, robuste, ce qui se passe, notamment en cumulant plusieurs séries de questions sur des domaines qui renvoient au socio-économique, qui renvoient au culturel, qui renvoient aux questions d'égalité de genre, aux questions de multiculturalisme, etc. Mais le portrait qui en ressort n'est pas celui qu'on entend à la télévision. C'est-à-dire qu'il y a les gens dont on parle et il y a ceux qu'on peut analyser, et là il y a un vrai hiatus. Et donc ça interroge effectivement tout ce que renvoie un système médiatique qui a une tendance à ne voir qu'une partie des sujets, ne vouloir en couvrir que certains, et en plus de les couvrir que d'une certaine manière. Et donc effectivement, en fait, cette histoire de droitisation par en bas, j'essaye de lui tordre le cou en tant empiriquement dès le premier chapitre. Après, j'en ai plein d'autres pour expliquer justement ce décalage. Alors, il y a une phrase sur laquelle tu souhaitais revenir, François, dans le livre, qui résume un petit peu une de ces thèses majeures, c'est « Je postule que la droitisation est simultanément une réalité par en haut et un mythe par en bas ». Oui, parce que je pense que Vincent Tibéri essaie de résoudre une sorte de paradoxe. Effectivement, on a deux images qui se télescopent. On a ce qu'on perçoit intuitivement, à savoir que la France se droitise. Moi, je dirais ça. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que votre livre m'ait complètement convaincu du contraire, mais ça, justement, ça va être l'objet de la discussion. On a tous cette impression-là, il y a un certain nombre de données, et puis, en fait, Vincent Tibéri va opposer des réalités qui sont les données que lui, il compile, je veux dire, en tant que sociologue statisticien, parce que c'est vraiment aussi un bouquin très sérieux de sociologie. Donc moi, je retrouve, comment dire, l'utilité aussi politique de la sociologie. Ce livre m'a d'abord plu pour ça, parce que vous avez des impressions générales qui sont véhiculées par on ne sait pas trop quel vecteur, de façon un peu fumeuse, et puis à un moment vous avez des chiffres, vous avez des études un peu sérieuses, et elles disent pas exactement la même chose. Donc il faut vraiment d'abord dire ça, c'est que c'est un livre passionnant là-dessus, pour aller contre un certain nombre d'intuitions collectives qui sont en fait, qui ont la fragilité des intuitions. Mais quand même vous êtes obligé de résoudre le paradoxe. On a l'impression que la France se droitise, vous postulez que non,
Et donc, vous résolvez le paradoxe, comme Aude l'a déjà un petit peu esquissé, en opposant le haut et le bas. Alors, moi, je trouve qu'une opposition que vous faites, qui me paraît vraiment absolument décisive et dont je suis très content que vous la marteliez, c'est qu'il y a une grande différence entre disons, le corps électoral et, moi, je dirais presque le corps social. Alors j'aurais presque envie de dire la France réelle, si l'expression n'était pas un peu connotée historiquement. Ouais. Mais donc, vous rappelez, et ça c'est quand même très utile, parce que je pense que beaucoup de gens ont la perception des opinions à travers le seul filtre des suffrages électoraux et des résultats électoraux, que le corps électoral c'est quand même très très minoritaire, pas minoritaire, mais en tout cas c'est une partie du corps social, et que donc ce qui a cours dans le corps électoral n'a pas forcément cours dans l'état réel des opinions. Ça je pense que ça me paraît très très précieux d'une certaine manière. Après c'est vrai qu'on aurait envie de vous demander dans quelle mesure, enfin je trouve que en fait votre démarche pour moi se situe, et c'est vraiment très un compliment que je vous fais, dans la lignée de ce que Rancière a pu essayer de dire depuis une trentaine d'années, notamment concernant le racisme, des choses comme ça. Il y avait une espèce comme ça de perception a priori ou de vieux lieux communs qui consiste à dire que le racisme est essentiellement porté par les classes populaires. Voilà, comme si vraiment endémiquement les classes populaires sécrétaient du racisme. Et Rancière n'a eu de cesse que de répéter à quel point le racisme avait été très largement dispensé et distillé par le haut, ce que vous appelez le haut, les élites médiatiques, les élites politiques, les élus, les dirigeants, les cadres, etc. Ce qui me paraît vraiment très précieux. Si je peux me permettre, c'était même la thèse explicite de Rancière dans La haine de la démocratie en 2005. Cette droitisation médiatique, intellectuelle, politique par le haut. Oui, ça pose beaucoup de questions, effectivement. Le sous-titre du bouquin, c'est comment citoyens et électeurs divergent. Et moi, je viens d'un monde, la science politique, la sociologie électorale, dans lequel, pendant longtemps, un abstentionniste, c'était un absent qui a toujours tort, quoi. Il y a que les théories traditionnelles de l'abstention, c'est des citoyens mal intégrés, dominés, incapables de jouer leur rôle, etc. Donc, grosso modo, des avis qui n'avaient pas d'intérêt. Et ça vaut effectivement dans les traditions qu'on repère dans les années 70-80, puis ça commence à changer dans les années 90. C'est le moment où on commence à envisager qu'il y a un abstentionnisme politique. Il y a des gens qui, effectivement, face à un choix donné, décident de pas venir. Mais simplement, cet abstentionnisme politisé de cette manière-là, il est très conjoncturel. En fait, on se rend compte progressivement que c'est vraisemblablement un changement plus culturel, plus lourd, qui avait déjà été noté en fait par des gens comme Ronald Inglehart dès les années 70. Cette idée qu'effectivement, le vote, c'est quelque chose dans lequel on a fait rentrer la démocratie. Alain Garrigou parle d'orthopédie sociale, montre effectivement comment on a fait en sorte de virer toutes les autres manifestations populaires pour les faire rentrer dans une urne, quoi. Et là, aujourd'hui, on est dans une telle ampleur, un tel décrochage, j'appelle ça une grande démission, qu'on ne peut plus considérer que les urnes, c'est juste le reflet de l'ensemble de la population. En dernière législative, il manquait presque un jeune sur deux, il manquait presque un ouvrier sur deux, et ça renvoie toujours à ce truc du RN, premier parti ouvrier de France, c'est vrai chez ceux qui votent. Mais simplement, vu qu'il n'y a qu'un seul ouvrier sur deux qui vote, en fait, ils sont effectivement présents dans un quart de la population des ouvriers. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'ouvriers qui, face au RN et face à l'ensemble de l'offre politique, préfèrent ne pas venir. Et en fait, on se rend compte que derrière, c'est aussi des volontés de démocratie différentes. En fait, c'est ceux qu'on va retrouver dans les assos, c'est ceux qu'on va retrouver dans tous ces réseaux locaux qui décident de construire une société à côté. Et c'est plutôt intéressant, et pendant longtemps, on ne les avait pas, et même les sondages classiques les ont difficilement. Là, on réussit à les choper parce qu'on travaille sur les enquêtes participation de l'INSEE. Ils sont des enquêtes assez géniales. On va effectivement, avec des vraies données, des qualités de données assez impressionnantes, vérifier si les gens sont allés voter ou pas. Ça, c'est un premier truc. Mais le deuxième truc, c'est qu'effectivement, derrière, on voit bien que ce bouquin, c'est une pierre qui permet d'avancer sur ce débat. C'est quoi la démocratie ? Et on voit qu'en France, on est dans une démocratie alors qui se dit représentative, mais dont la représentativité devrait quand même interroger à mort. On est en fait dans une démocratie élective, dans laquelle la figure de l'élu est centrale. Et pour revenir à ce que vous disiez, Aude, 2005, c'est typiquement ce moment où le peuple dit non, et ben les élus disent non, mais tu t'es trompé. On va remettre ça en cause et on va t'aider on va choisir pour toi. Et je le dis d'autant plus simplement que perso, j'ai voté oui.
Donc, comme ça, bah oui. C'est bien de le confesser devant la France entière. Ça fait du bien, ça soulage. Non, mais voilà. Et malgré ce vote, petite parenthèse, est-ce que vous avez fait un chemin sur cette question depuis? Alors, moi, je pense que, typiquement, si on n'avait pas fait une dissolution, mais on avait fait un référendum sur la réforme des retraites, on serait pas du tout dans la même configuration. C'est-à-dire que vraisemblablement, on aurait eu une majorité de gens défavorables à cette réforme, comme il y a une majorité de gens qui, effectivement, quand on leur pose des questions sur les services publics aujourd'hui, quand on leur pose des questions sur la taxe Zuckman, sont très majoritairement sur la logique, il faut plus de redistribution. C'est-à-dire qu'on voit bien là qu'il y a un effet de sélection des controverses, des enjeux et de la manière dont on en parle. Et même, vous appelez un cadrage. Exactement. Alors, c'est pas que de moi, c'est la sociologie des médias.